Dans cet épisode, nous continuons notre voyage plein d'aventures sur et autour de l'immense lac Tai. Des mets d'automne et des villages amphibiens à la vie quotidienne des habitants, qu'ils soient agriculteurs, bouchers ou retraités, voici le second et dernier épisode de notre série sur le charmant Dongshan. Bonjour la Chine, je fais juste mes exercices matinaux en roulant sur la rive du lac Tai. Je ne vais probablement pas boucler tout le périmètre parce qu'il fait environ 400 km. Mais 26 appartiennent à Dongshan, donc je peux essayer ça. Voyons jusqu'où je peux tenir. Maintenant, je monte une pente, ça demande un certain effort. Et il ne fait pas très beau pour le moment, mais selon les prévisions, ça devrait s'arranger. J'espère en tout cas. Joe pédale autour du lac Tai, qui est le troisième plus grand lac d'eau douce de Chine. Le district de Dongshan est situé sur un promontoire qui se dresse dans le coin est du lac. Nous sommes à 30 km au sud-ouest de Suzhou, la deuxième plus grande ville de la province du Jiangsu. Je suis un peu en nage, mais on m'a dit qu'il y a un village sur les rives du lac Tai et qu'on l'appelle le village des grenouilles de Xixiang. Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi il ressemble et je suis sûre qu'on y est. Situé à la pointe ouest de Dongshan, Xixiang compte un peu plus de 200 habitants et 61 espèces de grenouilles. Les grenouilles sont des bioindicateurs. En d'autres termes, leur présence est l'indicateur d'un environnement sain. Ce royaume amphibien est le fruit d'un projet de reconstruction rurale visant à préserver le bien-être écologique du village et à promouvoir l'écotourisme. Et Joe va rencontrer l'homme derrière tout ça. Bonjour Monsieur May, merci. Bienvenue, bienvenue. Ce créateur taïwanais a pu apporter ses concepts culturels et créatifs uniques sur la partie continentale de la Chine avec le soutien du chef du village de Xixiang, Monsieur Lu. Et avec leur équipe, ils ont transformé un trou perdu en pays des merveilles autosuffisants. J'aime faire mon travail dans un lieu avec un bon environnement naturel, car il y a davantage de pression dans les villes. J'essaie d'utiliser des idées originales, créatives et culturelles pour donner une nouvelle vie à un village. Le sentiment que vous ressentez dans ce village des grenouilles est différent des autres villages en Chine, sans qu'il soit discordant. Nous espérons également inciter les jeunes à retourner là où ils ont grandi et qu'ils fassent preuve d'originalité. Quand nous concevons, nous prenons l'écologie en considération. Vous voyez ces lampadaires ? Ils sont assez bas. Ils émettent un cercle de lumière dont la forme rappelle celle des feuilles de lotus. Mais ils ont une deuxième fonction. La nuit, la lumière attire les insectes, si bien que les grenouilles viennent autour pour les attraper et les manger. Une atmosphère féerique de nostalgie rustique règne à Xixiang. Joe n'avait jamais vu de village chinois comme celui-ci. Pourtant, il reste 100% authentique. Oui, il est plutôt d'avant-garde et à la pointe, mais surtout, il est respectueux de l'élégance ambiante propre à la région de Suzhou et à son style architectural typique. On a récupéré cette vieille embarcation dans le port du village. On l'a placée ici parce qu'on estimait qu'elle convenait à l'endroit. Regardez cette rampe d'escalier. C'est une rame. Ça donne un cachet typiquement local et fait entrer à l'intérieur la culture du port. En outre, elle a une histoire. Dans le temps, le propriétaire gravait son nom ici. Par exemple, vous auriez écrit « La plus belle des demoiselles ». Joe est plus qu'impressionné. Les logements que vous pouvez trouver ici à Xixiang sont dignes d'une double page dans un magazine de voyage hyper chic. À la fois ultra-modernes et pittoresques, ils sont juste sublimes. Voici une chambre d'hôte avec terrasse où l'atmosphère et la vue sont authentiques. Mais peut-être que le meilleur dans tout cela, et ce qui constitue l'aspect le plus exceptionnel de Xixiang, c'est la façon dont il a été rénové sans faire disparaître le charme des lieux qui subissent l'outrage du temps. En fait, les dessins sur les murs et les installations leur donnent une valeur ajoutée.
En me promenant dans ce village, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que j'aime vraiment la façon dont le thème de la grenouille s'adapte à tous les éléments vieux et originaux qui caractérisent ce village. Regardez ça, je pense que c'est le tuyau d'évacuation de la cuisine de quelqu'un et ils en ont fait une langue. C'est cool, non? Super mignon. Joey jette un dernier coup d'œil sur le royaume des amphibiens du lac Tai avant de se diriger vers un endroit très différent de Dongshan. À quelques kilomètres à l'intérieur des terres se trouve The Tin Han, un temple bouddhique niché dans un écrin de verdure. Dès qu'elle entre dans le complexe, Joey est submergée par une vague de tranquillité. Quelque part ici, caché dans la végétation, se trouve un lieu de prière bordé de célèbres statues d'Arat. Un Arat est quelqu'un qui a atteint le nirvana, le but ultime du parcours bouddhiste. Tant bien que mal, Joey essaie de trouver son chemin et heureusement, il y a quelqu'un pour le lui montrer. Et l'histoire de ce temple remonte à environ 1500 ans, à l'époque des dynasties du Sud et du Nord. Ce chemin étroit mène à un lieu de retraite calme et paisible. Tout est ancien. Cet osmanthus a 500 ans. À l'intérieur, il y a un ginkgo qui a 1000 ans. Mais le plus vieil arbre a 1500 ans. C'est un buis. Nous entrons maintenant dans le cœur du temple Dzogchen. Voici la salle des Arats. On m'a parlé des 3 trésors de ce temple, c'est quoi? Le premier trésor est le regard de ces 3 Bouddhas. Leurs yeux peuvent sembler petits et étroits, mais ils sont pleins de vie. Quand vous passez devant et que vous observez leurs yeux, vous remarquerez qu'ils vous suivent du regard. Marchez doucement. C'est un peu effrayant. Maintenant, si on revient sur nos pas, leurs yeux nous suivent encore. C'est vrai. Ils me suivent vraiment du regard. Ces Bouddhas ont ce qu'on appelle un esprit qui voit tout. Comment les sculpteurs ont fait? C'est un rapport avec la lumière et les angles. Les deuxième et troisième trésors sont le baldaquin au-dessus du bodhisattva et cette étoffe. Bien qu'ils soient en argile, on jurerait du tissu avec leurs plis ondulants dans la brise. Mais ces trésors ne sont pas les seules choses remarquables de cet endroit. Ces sculptures d'Arat ont plus de 800 ans. Même après tant de temps, les couleurs sont toujours éclatantes. Les pigments proviennent de 3 sources. Premièrement, minéral, perles, agates, or, argent. Deuxièmement, végétal. Mandarine, nèfles, noix de ginkgo, yangmei, pêche, kaki. Et troisièmement, animal, sang de cochon, de vache, de poulet, de canard, etc. Ces arats, ou luoran en mandarin, ont été fabriqués avec des visages réalistes et des proportions physiques parfaites, ce qui en fait des éléments du patrimoine culturel national. Vous savez, parmi les 16 sculptures de luoran ici, je pense que celle-ci est ma préférée. Pas seulement parce qu'il a une barbe bleue, mais à cause de son expression et des détails. Vous savez, les plis dans ses vêtements et la façon dont sa tête est un peu inclinée, on dirait qu'il écoute un esprit lui dire quelque chose pendant qu'il surveille la porte, parce que c'est son rôle. Il garde ce lieu. Vous savez, c'est incroyable que ces sculptures, ces effigies d'argile, soient là depuis 800 ans et pourtant elles sont encore si intactes et si magnifiques. Derrière la salle des Arats, Joey trouve un homme penché sur son établi en bois et absorbé à sculpter une de ses œuvres. Qu'est-ce que vous sculptez? C'est une pierre à encre Chengni. C'est l'une des 4 grandes pierres à encre de Chine. Le matériau provient du sol sous le lac Tai qui a été compressé par le flux continu des eaux et des millénaires de mouvements tectoniques. La pureté et la douceur font partie de ses caractéristiques. Les bâtonnets d'encre se dissolvent rapidement dessus et elles n'endommagent pas les poils du pinceau de calligraphie. Au toucher, elle est lisse et délicate. Oui, c'est presque aussi lisse qu'une fesse de bébé. Et c'est lourd? Oui, c'est lourd car c'est dense. Depuis combien de temps vous sculptez ces pierres à encre? 33 ans. Cet art s'est transmis dans ma famille. Mon père sculptait des pierres à encre. Quand j'étais jeune, je l'ai vu sculpter des pierres qui ont été exportées vers le Japon, Singapour, la Corée du Sud. À l'époque, tout le monde dans le village vivait de cet art. Et vous avez transmis cet art à vos enfants? Non, mon fils a arrêté son apprentissage au bout de 3 mois.
Il disait que c'était trop dur et fatigant. C'est un art où on ne devient pas expert du jour au lendemain. Joey observe M. Tien travailler. Elle admire sa concentration, sa précision et sa force, mais sait qu'elle ne tiendrait pas 3 minutes. Je vais vous montrer certaines de mes œuvres. Super. Est-ce que beaucoup de gens achètent encore des pierres à encre? Plus beaucoup de nos jours. Les gens n'écrivent même plus. Voilà, regardez. Les pierres à encre sont des mortiers utilisés pour frotter les bâtonnets et contenir l'encre. Elles étaient un outil essentiel pour les anciens érudits. Évidemment, il n'y a pas que l'aspect fonctionnel, ce sont aussi de délicates œuvres d'art. Et ce n'est pas la seule chose que M. Tien peut sculpter. Quelqu'un veut du thé? Quelle belle vue avec tous ces mandariniers dehors. Je suis maintenant dans un petit salon de thé juste à côté du temple et je suis impatient de me réchauffer les mains avec une tasse de thé parce qu'il fait un peu frisquet. C'est l'automne après tout. Avec une assiette de noix de ginkgo de saison, Joey a commandé du thé Bilwochun fumant, une boisson du cru souvent considérée comme l'un des 10 grands thés verts de Chine. Voilà qui est mieux. Une pause bien méritée avant de continuer notre voyage à Dongshan. À suivre sur Carnet de route, nous nous lèverons avant le soleil. Nous ferons nos courses au marché du coin et encore une fois dégusterons tout plein de bonnes choses durant notre voyage à Dongshan. Dans cet épisode, nous continuons notre voyage plein d'aventures sur et autour de l'immense lac Tai. Des mets d'automne et des villages amphibiens à la vie quotidienne des habitants, qu'ils soient agriculteurs, bouchers ou retraités, voici le second et dernier épisode de notre série sur le charmant Dongshan. Bien qu'une grande partie de la Chine soit encore endormie, les habitants du village de Luxiang sur les rives du lac Tai sont debout, prêts pour faire leurs emplettes à la lumière des lampes. Joey n'est pas exactement fan du lever avant l'aube, surtout pour faire des courses, mais ici, il en a toujours été ainsi. Il n'est même pas encore 5h30 du matin, mais ce marché est déjà très animé. Et j'ai une jeune et charmante hôtelière avec moi. Elle va me montrer où elle va acheter ses légumes et autres ingrédients pour le repas que nous allons manger plus tard aujourd'hui. C'est de l'agneau. Ça, c'est du mouton roux, de l'agneau qu'ils ramènent à la maison enveloppé dans des feuilles qu'ils mettent dans leur nouille le matin pour le petit déjeuner. Il s'agit de la viande d'une race locale de mouton et ici, les gens adorent. 35 yuan. C'était un petit déjeuner copieux, non? Se lever tôt peut être une corvée, mais c'est l'assurance de pouvoir acheter des produits vraiment frais. C'est gigantesque. Quel poisson monstrueux. Ici à Dongshan, le rayon légumes est beaucoup plus varié que dans le nord de la Chine. Il y a des espèces qui ne peuvent pas être cultivées à Beijing. À climat différent, cuisine différente. Pesez-moi un peu de cresson, s'il vous plaît. D'accord. Ouais! Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de gâteau de riz, une spécialité locale avec du sandou. Ça s'appelle Zhuyogao. Ça fait partie de la tradition. Au Nouvel An chinois, chaque famille fait ce gâteau de riz. Dessus, nous avons des noix, des pignons de pain, des graines de tournesol, des dattes rouges, des lamelles rouges et vertes de fruits secs et des dattes confites. C'est bon? Oui, vous voulez essayer? Je vais chercher un couteau. Ah oui, d'accord. Je vais avoir droit à ce qu'on prend lors des petits déjeuners traditionnels. Le Zhuyogao, c'est délicieux. Vraiment? Oui. Ça, ce sont des chautras. Traditionnellement, quand une femme a accouché, sa mère lui en apporte.
Je pense que c'est quelque chose qui représente la longévité. C'est un peu comme si vous disiez « c'est pour toi et ton petit bébé ». Goûtez. Ah, génial, merci. C'est vraiment bon, c'est doux. C'est encore mieux chaud après avoir été cuit à la vapeur. C'est un peu gluant, oui, un peu gluant. Mais j'aime bien parce que tout ce qui est glutineux est délicieux. Même si ça me colle aux dents, c'est vraiment bon, c'est succulent. Vous ouvrez tôt tous les jours? Mon mari le boucher commence à 2h30. Vraiment? Oui. Il va à Dongshan pour abattre ses porcs. Il utilise une méthode d'abattage de porcs transmise par son père. Donc à 2h30 du matin, ils doivent... Il y a 30 ans, il a abattu un homme et a vendu sa carcasse ici. Ce type est un clown, ouais, quel clown. Plus tard dans la journée, à des heures où Joey a davantage l'habitude d'être réveillée, il est temps pour elle de s'adonner à l'un de ses passe-temps préférés, manger. Et ce grâce à un génie culinaire, le chef de la maison d'hôte Lantingweru de Luxiang. Donc ce chef, Monsieur Zhu, vous savez quoi, ses ancêtres ont réellement cuisiné pour l'empereur. C'est fou, non? C'est incroyable. Mais maintenant, il va nous préparer un festin d'automne. Donc ici, devant nous, on voit des spécialités qu'on trouve en automne. Il y a les ingrédients que nous utiliserons plus tard. Le plat le plus célèbre du lac Thai s'appelle les trois blancs. D'accord, je vois. Ça, c'est le corégon du lac Thai. De la blanchaille, des crevettes blanches. Le corégon doit être frais. Le mieux, c'est quand il vient d'être pris. Il n'est pas bon s'il a été réfrigéré. Voici des châtaignes d'eau. Ah, les racines de lotus. Et ce sont les fruits du nénuphar épineux. Ce sont les trois trésors de l'automne. À Suzhou, on aime les saveurs douces. Il faut ajouter un peu de vin de cuisson. Ça devrait être délicieux. Bien sûr. Allez, au travail. Joey regarde le chef Zhu qui est à son affaire. La cuisine de Suzhou est connue pour ses saveurs subtiles et douces qui viennent d'ingrédients méticuleusement sélectionnés et d'un art consommé de la préparation des plats. Ici à Dongshan, la culture gastronomique est profondément enracinée. On tire profit des produits aquatiques abondants du lac Thai et de la diversité des légumes disponibles. Le chef Zhu a une dextérité hors pair. En quelques minutes, le déjeuner est servi. Oh mon Dieu, il y a tant à manger, c'est vraiment un banquet royal, royal. Quel est le meilleur plat? Mais ils sont tous bons. Essayez le corégon du lac Thai. Sa chair est très fine et fraîche. C'est tellement tendre, ça fond dans la bouche. C'est vraiment frais aussi. Je n'aime pas vraiment quand ça a trop le goût de poisson, mais ça, c'est vraiment bon. Essayez les crevettes blanches. La consistance est élastique. Ah oui, oui, c'est vrai. Tout ce que Joey prend dans ses baguettes est parfaitement équilibré. Elle est au paradis des gastronomes. Manger de bonnes choses, être en bonne compagnie, quoi de mieux? Même les légumes sont délicieux. Ce qui me plaît beaucoup dans la cuisine de Dongshan, c'est qu'elle est si locale, tout en étant servie dans un style sophistiqué. Les saveurs sont si délicates et fraîches, c'est magnifique. À suivre, nous verrons comment vivent les gens du cru à Dongshan, des horticulteurs sur une île minuscule du lac Thai aux retraités dont la conception du divertissement quotidien est probablement différente de la vôtre. Il y a 48 îles sur le lac Thai et seulement quelques-unes sont habitées. L'une d'elles s'appelle l'île de Yushan et j'ai entendu dire que c'est un bijou sur l'eau, en grande partie parce qu'elle a été épargnée par le tourisme. Ce monsieur va me faire la traversée sur son bateau, alors allons-y.
Bonjour. C'est parti. C'est rapide? Près 2 minutes. Dans 2 minutes, on sera là-bas? Comme il faut faire vite, voici un condensé d'informations sur le lac Tai. On considère que celui-ci est un cratère colossal rempli d'eau. Il se serait formé suite à l'impact d'une météorite il y a 70 millions d'années. On y est déjà? C'est la première fois que Joey pose le pied sur une île habitée ayant des proportions aussi minuscules. Sa superficie est de seulement 0,3 km², environ les 3/4 de la taille de la place Tiananmen, et elle se trouve au milieu d'une houle d'argent. Comme beaucoup de villages ruraux en Chine, ce sont les personnes âgées et leurs petits-enfants qui s'y trouvent, ainsi que leurs animaux de compagnie. Joey tombe instantanément amoureuse de l'endroit. Avec son désordre bucolique, ses chemins pavés moussus, son feuillage indiscipliné et le lac Tai étincelant. Et les gens, travailleurs et industrieux qui vivent de la terre. Leur principale source de revenus est la mandarine qui mûrit en automne. L'île est recouverte d'arbres dont les branches plient sous le poids des agrumes pulpeux. Ceux récoltés sur l'île de Yushan sont connus pour être très sucrés, en raison du bon ensoleillement des lieux. Ça demande beaucoup de concentration. Pendant que Joey fait le clown, les habitants travaillent dur. Et maintenant, elle se sent un peu comme une idiote. C'est vraiment lourd, ça. Joey reprend maintenant son sérieux car il est temps de savoir à quoi ressemble la vie quotidienne des villageois sur l'île de Yushan. Donc maintenant, nous suivons l'un des agriculteurs, l'un des habitants de cette île, et il va me conduire jusqu'à l'endroit où il y a des mandarines. Chaque famille sur cette île a une parcelle de terre pour cultiver des mandarines. Et c'est à peu près la haute saison pour les mandarines, donc les paniers se remplissent vite. Après une courte ascension, nous atteignons une clairière. Vous les cueillez comment? C'est de l'eau. Pas de souci, pas de souci. Vous pouvez les arracher avec les mains? Oui, mais ça les endommagerait. Il pleut, encore. Je peux en manger une maintenant? Oui. Elles n'ont pas de pépins. C'est cool, les mandarines sans pépins. Je peux monter aussi? Mieux vaut pas, vous pourriez tomber. Soyez prudente. Cela peut sembler facile, mais le fruit est si juteux qu'il est le résultat d'un travail éreintant qui ne doit pas être pris à la légère. C'est 100 kilos de mandarines par arbre. Combien de temps passez-vous à cueillir les mandarines? Ça dépend, parfois une journée entière. C'est si sucré et sans pépins. Mais les mandarines ne sont pas les seuls produits cultivés sur l'île de Yushan. C'est comme si c'était un marché en train de pousser. Attention, ça glisse. D'accord, merci. C'est un efflier. Ce sont les fleurs de l'arbre. Il faut les enlever, comme ça, l'année prochaine, l'arbre sera plus grand. Voilà comment on les enlève. D'accord. C'est un théier. Ah, C'est un yangmei. ah, ce n'est pas le même. D'accord. Je pense que c'est une sorte de baie, de yangmei, je crois. Qu'y a-t-il encore? Un châtaignier. Un châtaignier. C'est si intéressant de voir tous ces différents types d'arbres plantés au même endroit. Outre l'horticulture, les habitants de Yushan élèvent également des volailles. C'est une petite communauté autosuffisante qui subvient à ses besoins sans vivre dans le grand luxe. L'électricité est arrivée en 2002. C'est un mode de vie que Joey ne pourrait jamais adopter, mais qu'elle peut apprécier. Quoi qu'il en soit, c'est la gorge serrée qu'elle dit au revoir à l'île. Il est temps pour nous de retourner sur le lac Tai et de retrouver la péninsule.
Bien sûr, certains habitants de Dongshan sont à la retraite, donc ils ont moins de pression. Joey ne s'attendait pas à aller dans un centre pour personnes âgées si tôt dans sa vie, mais elle ne peut pas dire non à certains divertissements locaux et traditionnels. Vous venez ici tous les jours? Tous les jours. Et vous aimez le Pingtran? Oui, j'adore. J'adore ça. Là-bas, il a 93 ans. C'est le plus ancien ici. Comme c'est mignon, cet homme a 93 ans. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous aussi, vous venez ici tous les jours pour le Pingtran? Je suis un peu sourd. Bon, il ne peut pas bien m'entendre, peu importe. Il a 93 ans et il est toujours là. Il refuse toujours de se faire conduire, il marche. Joey a grandi sans ses grands-parents. C'est pour cela qu'elle a toujours une place libre dans son cœur pour ceux des autres. Le Pingtran est une variété régionale du Shuozhang qui signifie parler et chanter. C'est une forme locale de l'art de la narration. Originaire de la région et apparu il y a environ 400 ans, il reste encore immensément populaire en tant que divertissement quotidien pour les habitants. Le public est silencieux, permettant à la musique d'inonder la pièce comme les eaux éclatantes du lac. Les sons enivrants des instruments à cordes, les voix hypnotiques, lyriques. Pour certains, c'est comme faire une sieste en écoutant la radio. Pour d'autres, c'est comme regarder une pièce de théâtre. Même si Joey ne comprend pas le dialecte, le Pingtran lui parle et lui chante avec ses rythmes et ses refrains. Et sa beauté se compare à celle du coucher de soleil sur le lac Tai. Vous savez, l'automne a toujours été ma saison préférée. C'est le meilleur moment pour venir à Dongshan, surtout si vous êtes accro aux fruits de mer. Alors oui, vous pouvez écouter le Pingtran avec des anciens, faire une promenade dans les villages. Vous savez, la tradition rencontre la modernité. Mais le mieux peut-être, c'est de s'empiffrer de festins impériaux et de mandarines juteuses, sans oublier le crabe poilu du lac Tai. Je pense que je vais vraiment bien profiter des saveurs de l'automne à Dongshan. Je suis Joey, à la prochaine sur Carnet de route.